Hercule Poirot et l'affaire du bracelet orné de bijoux. Chapitre 1. Meurtre au palais Garnier. La pluie qui tombait sur Paris en ce soir de mars était fine comme de la dentelle et tout aussi incessante. Sous les auvents des grands cafés et les arches de marbre du boulevard des Capucines, la ville se hâtait d'échapper à la bruine. Mais dans l'opulence drapée de velours du palais Garnier, le temps s'était écoulé au rythme de la musique de Bizet et du murmure des murmures poudrés. Assis dans une loge privée près de la Seine, Hercule Poirot tamponnait avec un mouchoir une tache à peine visible sur son bouton de manchette. L'opéra scintillait, mais l'attention de Poirot était fixée sur un seul détail. L'homme de l'autre côté de la galerie, penché beaucoup trop près d'une femme qui n'était pas la sienne, avec une expression non pas d'amour, mais de calcul. « Mon ami, dit Poirot, en se tournant vers moi avec un petit sourire. Remarquez-vous la dame en robe émeraude ? J'ai suivi son regard. Difficile de ne pas le faire. Elle semble déterminée à attirer l'attention. Elle y parvient, n'est-ce pas ? Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la dame, c'est le bracelet qu'elle porte. Une manchette, ornée de pierres précieuses, anciennes, d'origine arménienne indéniable. J'ai plissé les yeux. Tu le reconnais d'ici ? Poirot s'autorisa un léger reniflement. Il a été volé à la collection Calouste il y a 2 ans à Smyrne. Bien sûr que je le reconnais. Avant que je puisse répondre, la représentation s'acheva sous un tonnerre d'applaudissements et le public se leva. L'attention de Poirot se reporta sur la femme à la robe émeraude et sa compagne, qui s'était maintenant tournée vers l'escalier. « Allez, Hastings, dit-il rapidement. Il n'y aura pas de rappel ce soir, mais peut-être un mystère. » Nous descendîmes le grand escalier juste à temps pour voir la dame frôler un portier et disparaître dans un couloir latéral. Son compagnon la suivit un instant plus tard, moins impatient, jetant un regard méfiant par-dessus son épaule. Poirot s'arrêta. On attend. Pourquoi ? Pour le cri, naturellement. Et bien sûr, c'est arrivé quelques secondes plus tard, fort, aigu et glaçant. Poirot était déjà en mouvement avant même que la dernière note ne résonne sur le marbre. Je le poursuivis à travers le couloir, dépassant les ouvreurs et les clients surpris, jusqu'à ce que nous arrivions à un salon d'essayage privé au fond du hall. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, la femme en robe émeraude était affalée sur le canapé évanoui. Ses cheveux, autrefois sculptés, pendaient maintenant en désordre. Le bracelet orné de pierres précieuses avait disparu de son poignet. À sa place, une marque livide et un fin fil d'or ensanglanté. L'homme qui l'accompagnait se tenait au-dessus du corps, pâle et tremblant. « Je ne comprends pas, balbutia-t-il. Je l'ai laissée ici il y a quelques instants. Elle a dit qu'elle devait ajuster sa robe. Je jure que je suis parti moins d'1 minute. » Poirot s'avança. « Votre nom, monsieur ? » ?»« Andrew Fowles. Je travaille à l'ambassade britannique. » Poirot regarda le poignet de la femme. « Alors je vous suggère de ne pas bouger. C'est maintenant une affaire pour le sûreté, mais plus important encore, c'est une affaire qui concerne Hercule Poirot. Fowles Blamey. Poirot, le détective ?» Poirot se tourna vers moi. « Hastings, examine la pièce. Regarde avec les yeux, pas avec le cœur. » Je m'exécutais. Il y avait peu de traces de lutte. Un poudrier était ouvert sur le sol. La coupe de champagne posée sur la table d'appoint était intacte. Un gant de soie avait été déposé sur le seuil, comme à la hâte. Poirot se pencha vers le corps. Étranglé, oui, mais pas avec les mains. Les ecchymoses sont trop précises. Regarde, là par terre, sous sa main. Une agrafe. Il brandit un petit ornement, serti de grenats et en forme de faucon.
Un fragment du brassard. Exactement. Déchiré pendant l'attaque. Le meurtrier le voulait ardemment, et vite. L'inspecteur Jules Moreau de la Sûreté de Paris est arrivé 10 minutes plus tard, gris et peu impressionné. « Monsieur Poirot, dit-il sèchement, vous nous avez encore battus. » Poirot inclina la tête. « Je ne fais pas la course avec la police, inspecteur. Je me contente d'aller à l'opéra. » Meurtre, hélas, interrompu. Moreau examina le corps, puis regarda Fowles. « On vous a vu entrer avec elle ?»« Oui. Elle s'appelait Céleste Martin. Elle était invitée à l'ambassade. Pourquoi un vestiaire privé? Elle s'est plainte d'un malaise. Je l'ai raccompagnée ici, après le premier acte. » Moreau se tourna vers Poirot. « Qu'en penses-tu » Poirot sourit faiblement. « Je pense que M. Fowles n'a pas menti, mais il a certainement omis la vérité. » « Quelle partie ?» Poirot se pencha et prit un deuxième gant sous le canapé. Ce gant, porté par quelqu'un d'autre, un homme peut-être, ou une femme aux grandes mains. Notre visiteur n'est pas entré de force. Il était attendu. « Une querelle d'amoureux ?» demanda Moreau. Poirot haussa un sourcil. « Peut-être. Mais je vous pose la question. Quel genre d'amant enlève une manchette ornée de bijoux et laisse le reste intact? Pas de collier, pas de bague, juste la manchette. Tu crois que c'était le mobile? Je crois que c'était la clé. » Poirot se tourna vers Fowles. « Vous devez répondre maintenant avec une précision absolue. Quand avez-vous vu la manchette pour la dernière fois ?» Fowles hésita. « 10 minutes avant que je la quitte. Elle me l'a montré, disant que c'était un cadeau, d'un mystérieux admirateur. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, le mystérieux admirateur. Alors il faut le retrouver. » Moreau parut sceptique. « Et comment, monsieur, proposez-vous que nous procédions ?» Poirot se tourna vers la porte. « En posant la manchette, bien sûr. » J'ai cligné des yeux. « Tu demandes au... » Il brandit le fermoir en forme de faucon. « Ceci, dit-il, n'est pas un simple fragment, c'est une signature. Et je la reconnais. Viens, Hastings, nous allons chez un bijoutier de Montmartre, un bijoutier très particulier qui a autrefois forgé un bracelet pour un voleur très particulier. » Moreau fronça les sourcils. « Un voleur ?» Poirot sourit. « Oui, et si je ne me trompe pas, un tueur aussi. » Chapitre 2. Le bijoutier de Montmartre. L'air matinal de Montmartre était teinté du parfum des châtaignes grillées et des pavés humides. Paris, jamais complètement endormi, commençait à peine à s'éveiller, tandis qu'Hercule Poirot et moi parcourions les ruelles sinueuses au-dessus de la place du Tertre. Des artistes installaient leurs chevalets sous un ciel gris. La pluie de la nuit s'accrochait encore aux volets et aux terrasses comme un souvenir qui s'estompe. Poirot marchait d'un pas rapide, les mains gantées croisées dans le dos. Son regard, cependant, était alerte, scrutant les enseignes et les auvents, jusqu'à ce que nous atteignions une modeste devanture nichée entre une boulangerie et une librairie ancienne. Les fenêtres étaient grillagées, la porte simple. Seule une plaque de laiton offrait un indice. J. Valette, joaillier privé. Poirot frappa violemment avec la tête de sa canne. Un moment passa, puis un petit homme avec un pince-nez et une moustache bouclée ouvrit la porte, le regard méfiant. « Je suis fermé, dit-il aussitôt. Revenez après 10 heures. » « Vous ferez une exception, monsieur Valette, dit Poirot d'une voix douce, pour un ancien client. » Le regard de Valette se rétrécit. « Toi ?» ?»« Oui, dit Poirot en entrant. Hercule Poirot. Et j'ai apporté avec moi un objet d'une importance capitale et d'une facture exquise. » Il brandit le fermoir du faucon. Les yeux du bijoutier s'écarquillèrent. Il le prit délicatement,
le serrant dans ses deux mains. « Mon Dieu, murmura-t-il, je croyais que tout cela était perdu à jamais. » Poirot haussa un sourcil. « Alors, tu reconnais ton travail ? » « Mais oui, j'ai forgé cette pièce il y a 12 ans, commandée par un client qui a payé en diamants et a disparu au petit matin. » Il secoua la tête. « Le manchette d'Arakel, unique en son genre. »« Le bracelet a refait surface, » dit Poirot, « mais il n'est pas intact. Il a été arraché du poignet d'une femme au palais Garnier hier soir. Elle a été assassinée. » Valet's face turned ashen. « Murdered ? Mon Dieu !»« La question, monsieur, » dit Poirot en s'approchant, « est de savoir qui vous a commandé une telle pièce, et si vous possédez encore un disque. » Valette hésita, puis disparut dans une arrière-salle. Il revint avec un registre étroit, enveloppé d'un ruban délavé. D'une main tremblante, il tourna les pages jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une seule entrée, presque illisible. There. Bracelet arménien en or noir, serti de grenat. Client, A, de la rue, paid in uncut stones, that is all. Poirot hocha la tête. Tu ne sais rien de plus sur ce de la rue ? Non, un pseudonyme, j'en suis sûr. Il portait des gants, un chapeau. Il ne parlait jamais plus fort qu'à voix basse. Mais, oui, le visage de Valette se crispa. Il a laissé un croquis, un plan révisé qu'il a insisté et que je n'ai jamais compris. Je l'ai gardé. Il sortit un morceau de parchemin plié et le tendit à Poirot. C'était un dessin de la manchette, identique par sa forme à celle de la pièce du palais Garnier. Mais au cœur, sous le faucon serti de grenat, un petit compartiment avait été marqué, caché, à peine assez grand pour un bout de papier. Poirot haussa les sourcils. Un compartiment à message, bien caché. « Et personne d'autre ne le savait ?» demandai-je. Valette secoua la tête. « Même pas mon assistant. Je n'en ai parlé à personne. » Poirot se tourna vers moi. « Alors le mobile est plus clair que jamais. La manchette n'était pas un bijou, c'était un récipient. Pourquoi ? On ne le sait pas encore. Mais le tueur ne voulait pas de bracelet. Il voulait ce qu'il contenait. » Nous avons quitté Montmartre et sommes rentrés à notre hôtel peu avant midi. Poirot a passé l'heure suivante à faire les 100 pas, traçant un chemin entre la cheminée et la fenêtre, tout en reconstituant les événements de la nuit précédente. « Examinons les faits, Hastings, » dit-il finalement. Céleste Martin était en possession d'un bracelet volé d'une valeur inestimable. Elle prétendait que c'était un cadeau, mais nous savons maintenant qu'il contenait un compartiment secret, à son insu même. Elle avait demandé un salon privé pendant l'entr'acte, probablement par crainte d'attirer l'attention. 10 minutes plus tard, elle était morte. Et le seul objet manquant était le brassard, ai-je ajouté. Juste. Alors, qui avait un mobile pour récupérer ce qui se trouvait à l'intérieur ? 3 possibilités s'offrent à nous. Premièrement, le voleur initial, cherchant à récupérer ce qu'il avait caché. Deuxièmement, quelqu'un qui connaissait le secret du bracelet et craignait que son contenu ne l'incrimine. Troisièmement, un opportuniste tombé sur une affaire bien plus vaste. Mais comment quelqu'un d'autre pourrait-il être au courant de l'existence du compartiment si même Valette n'en a jamais parlé ? « Ah !» dit Poirot en levant un doigt. Mais quelqu'un savait, quelqu'un d'intelligent, un proche de Céleste, quelqu'un qui lui a donné le bracelet ou qui l'a ramené au grand jour. Il s'est dirigé vers le téléphone et a demandé un numéro. « L'ambassade britannique à Paris », dit-il sèchement. « Passez-moi monsieur Andrew Fowles. » Il y eut un silence, puis un clic. La voix de Poirot se transforma en un charme poli. « Monsieur Fowles. »« Oui, oui, je comprends. Vous êtes très affligé.
comme nous tous. Mais je dois vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué que Céleste retirait le bracelet? L'a-t-elle enlevé en votre présence? Un silence. L'expression de Poirot changea, se rétrécissant. Oui, merci. C'est tout ce dont j'avais besoin. Il a raccroché. Et alors? Demandai-je. Il prétend que Céleste portait constamment le bracelet, dit Poirot, même pour dormir. Il dit qu'elle lui a dit un jour que c'était la seule chose que je possède vraiment. Mais il ment. Le croquis de Valette confirme que le compartiment n'est accessible que lorsque le fermoir est retiré. Elle devait le retirer régulièrement, peut-être en privé. Si elle a découvert le compartiment, elle ne le lui a jamais dit. Pourquoi? Je fronçai les sourcils. Parce qu'elle ne lui faisait pas confiance. Exactement. Et maintenant, mon ami, il faut qu'on visite son appartement. Céleste habitait rue de Vaugirard, un appartement modeste mais élégant au-dessus d'un fleuriste. La concierge hésitait à nous laisser entrer, jusqu'à ce que Poirot lui présente une lettre signée de l'inspecteur Moreau, l'autorisant à intervenir. Elle nous conduisit à l'étage et ouvrit la porte. L'appartement était impeccablement tenu. Parquet ciré, rideaux de dentelle, un doux parfum flottant dans l'air. Poirot se déplaçait rapidement d'une pièce à l'autre, étudiant chaque détail. « Regardez ici », dit-il en s'agenouillant près de la coiffeuse. Un tiroir doublé de velours, une empreinte de la manchette. Elle la gardait ici, toujours retirée avant de dormir. Il se tourna vers la commode. « Et ces livres, vous les voyez ?» J'ai jeté un coup d'œil. Une rangée de titres en arménien, en français et en anglais. De la poésie, de l'histoire. Un titre en particulier m'a particulièrement marqué. Le Testament de l'exilé, un mémoire de la diaspora arménienne de 1915. Poirot l'ouvrit et récupéra une note cachée à l'intérieur. À ma très chère Céleste, ce qui est perdu peut encore être réclamé. Le faucon le gardera, mais la vérité se trouve en dessous. A. Encore un A, dis-je. La même initiale que de la rue? Peut-être, murmura Poirot. Ou peut-être un autre. Il parcourut à nouveau l'étagère du regard, puis en sortit un mince volume de cartes. Une page était cornée, une carte aérienne du sud de l'Anatolie. Poirot l'étudia attentivement. Elle préparait un voyage, dit-il doucement, ou en retraçait un. Que peut-il bien y avoir de caché dans un bracelet pendant 12 ans? Demandai-je. Pas d'or, dit-il. Pas de diamant. Un nom, peut-être. Un lieu. La clé de quelque chose d'enfoui. Pas seulement à Paris, mais dans le temps. Il se retourna vers l'étagère et tapota sa canne contre le dos du dernier livre. Un héritage, murmura-t-il. Juste à ce moment-là, un coup retentit à la porte d'entrée. Poirot se tendit. J'ai voulu l'ouvrir, mais Poirot m'a tendu la main. Non, laisse-moi faire. Il déverrouilla la serrure et l'ouvrit avec précaution. Dans le couloir se tenait une grande femme vêtue d'un manteau bleu marine, son chapeau enfoncé sur ses yeux. « Je suis ici pour récupérer les affaires de Céleste, » dit-elle calmement. Son français était impeccable, mais son accent avait la netteté caractéristique d'une éducation londonienne. Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et vous ?» Elle le regarda dans les yeux. « My name is Adèle de la Rue. » Poirot ne sourcilla pas. « Alors, vous êtes le premier véritable suspect dans l'affaire de la manchette ornée de bijoux. » Chapitre 3. La femme d'Alep. La femme qui se tenait devant nous, dans l'embrasure de la porte de l'appartement de Céleste Martin, avait l'assurance d'une diplomate et le sang-froid d'une femme habituée au secret. Adèle de la Rue, si tel était bien son nom, ne portait ni voile de deuil, ni fleurs, ni excuses.
juste un fin dossier sous le bras et des yeux qui semblaient jauger le poids d'une pièce avant d'y pénétrer. Poirot recula d'un geste courtois. « Entrez, mademoiselle de la rue. Où est-ce, madame ?»« Mademoiselle suffira, répondit-elle en entrant dans l'appartement sans hésitation. Céleste et moi étions proches, mais pasque fermés. Sa voix était douce, posée, éduquée, mais sous-jacente, je percevais quelque chose de plus dur, un tremblement de tension, ou peut-être un contrôle trop tendu. Poirot ferma la porte derrière elle et fit signe à la chaise la plus proche. « Vous dites être venu récupérer les affaires de mademoiselle Martin, dit-il. Quelle chance que nous soyons ici pour vous rencontrer. Vous la connaissiez bien alors ? Très bien, dit Adèle en s'asseyant prudemment. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, à Beyrouth. Elle travaillait comme traductrice. Je travaillais pour une fondation culturelle. J'aidais au rapatriement d'objets d'art. Elle m'a impressionné, intelligente, déterminée et surtout discrète. Poirot fronça les sourcils. Discrète, oui, et pourtant, elle s'est retrouvée dans la haute société parisienne, avec un bracelet arménien volé autour du poignet. Le regard d'Adèle vacilla. On ne l'a pas volé, on l'a donné. Par qui ? Elle hésita. Je ne sais pas. Elle ne me l'a jamais dit. Mais elle a dit que ça venait de quelqu'un qui lui devait une vérité, quelque chose de caché pendant la guerre. Poirot croisa les mains. Le fermoir en forme de faucon faisait partie d'un compartiment secret. Le saviez-vous ? Non, répondit-elle d'une voix douce. Mais je supposais que c'était plus qu'une simple décoration. Poirot se pencha légèrement. Mademoiselle de la rue, pardonnez ma curiosité. Votre nom de famille, de la rue, correspond au pseudonyme de l'homme qui a commandé la manchette il y a 12 ans. Je le sais, répondit-elle. Ce n'est pas un nom courant. Mais je n'étais pas au courant de la commission. Mon père est mort. Ma mère n'a jamais parlé de telle chose. L'expression de Poirot restait indéchiffrable. Où étiez-vous hier soir, entre 20h30 et 21h30 ? En réunion, répondit-elle. À l'hôtel du Crillon. J'avais rendez-vous avec un représentant de l'Office culturel arménien. Vous trouverez mon nom dans le registre. Poirot se leva et commença à arpenter lentement la pièce. Vous venez aujourd'hui, sans prévenir, récupérer les affaires de votre ami. Vous attendiez-vous à ce que les autorités les lui remettent simplement ? Je m'attendais à ce que quelqu'un comme vous intervienne, dit-elle. Franchement, j'y comptais. Le regard de Poirot s'aiguisa. Ah, alors, vous recherchez à être intercepté. Elle sourit faiblement. Je voulais peut-être voir quel genre d'homme vous étiez, monsieur Poirot. Céleste a toujours admiré votre intelligence. Elle disait, il écoute avec les yeux. J'ai alors perçu un changement subtil dans le comportement de Poirot, le passage d'un invité poli à un détective en état d'alerte. Et a-t-elle dit ce qu'elle craignait, mademoiselle de la rue ? Demanda-t-il. Parce que Céleste craignait quelque chose. Elle portait le bracelet jour et nuit, mais n'a jamais révélé à personne ce qu'il contenait. Et maintenant, elle est morte. Le sang-froid d'Adèle vacilla. L'espace d'une seconde. Je crois qu'on la surveillait, dit-elle doucement. Dans ses dernières lettres, elle parlait d'ombres dans les cages d'escalier, des visages qu'elle reconnaissait presque. Elle disait que Paris était devenu dangereux. Poirot s'approcha. Pourquoi ne pas vous être manifesté plus tôt ? Parce que je pensais que c'était de la paranoïa, la pression de vieux secrets. Je ne savais pas qu'elle était réellement en danger. Il étudia son visage. Et maintenant ? Elle soutint son regard droit dans les yeux. Maintenant, je veux aider. Quoi qu'elle cachait,
quoi qu'il lui ait coûté la vie. Je veux que cela soit révélé. Poirot hocha légèrement la tête, mais ne dit rien de plus. Il fit un geste vers l'étagère. Alors, peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi Céleste avait ça. Il lui a tendu le testament de l'exilé, le mémoire qui contenait la note signée A. Adèle regarda la couverture et son expression changea. C'était celui de mon grand-père, dit-elle. Il l'a publié sous un pseudonyme pendant son exil. Il n'en existe qu'une douzaine d'exemplaires. Je ne savais pas que Céleste en avait un. Elle a caché un message à l'intérieur, dit Poirot. Un mot à propos du bracelet, à propos de quelque chose que le faucon gardait. Adèle pâlit. Alors c'est vrai. Ces histoires étaient vraies. Quelles histoires? Elle hésita. Mon grand-père a échappé à la purge ottomane en 1915, a-t-elle raconté. Il emportait avec lui une liasse de lettres, des témoignages de survivants, les noms de ceux qui avaient collaboré. Il les a enterrés quelque part, affirmant que c'était le seul moyen de les protéger, qu'un jour, quelqu'un les retrouverait et révélerait la vérité. Les yeux de Poirot brillèrent. Et la manchette? Il détenait peut-être l'emplacement ou un code. Il a dit à ma mère que la clé voyagerait vers l'ouest, au poignet d'une femme. J'ai trouvé ça absurde et poétique. Poirot sourit faiblement. Ah, mais la poésie cache souvent les vérités les plus crues. En fin d'après-midi, nous étions de retour à l'hôtel du Crillon pour vérifier l'alibi d'Adèle de la Rue. Le concierge confirma qu'elle avait rencontré un représentant de l'Office culturel arménien à 20h45, précise la veille, et qu'elle n'était partie que vers 22h. Poirot ne dit rien pendant le trajet du retour en taxi. Je voyais bien qu'il triait les pièces du puzzle, les assemblant silencieusement, des fragments de vérité se mettant en place. De retour à notre hôtel, nous avons trouvé un télégramme qui nous attendait au bureau. Poirot l'ouvrit, le lut et hocha la tête. « De l'inspecteur Moreau, dit-il. Ils ont arrêté Andrew Falls. »« Quoi? Pour quelle accusation? » Il a tenté de monter à bord d'un train pour Calais sous un faux nom. Dans ses bagages, on a trouvé une pochette en velours, vide, trop récemment vide. Le brassard? Oui, ou ce qu'il y avait autrefois à l'intérieur. J'ai senti un frisson. Alors il a fait prendre-le. Poirot hocha la tête. Mais pas parce qu'il était le tueur, parce qu'il savait quelque chose à ce sujet, quelque chose que Céleste ne lui a jamais dit. Nous sommes retournés à l'ambassade ce soir-là, où Falls était détenu dans un bureau sécurisé sous juridiction française. Sa veste était froissée, sa cravate défaite. Lorsqu'il aperçut Poirot, son expression oscilla entre honte et indignation. « Je ne l'ai pas tué », a-t-il dit avant même qu'on puisse s'asseoir. « Je ne l'ai pas tué. J'ai trouvé la menotte par terre après le cri. J'ai paniqué. Je pensais pouvoir la cacher, que les autorités me blâmeraient de toute façon. » Poirot ne dit rien. « C'était mon ami, » poursuivit Falls. « Plus que ça. On avait une histoire, depuis Istanbul, il y a des années. Elle a sauvé ma carrière, et je lui devais bien ça. » Poirot se pencha en avant. Qu'y avait-il dans le brassard? Falls déglutit. Un morceau de tissu, vieux, délavé, mais brodé de coordonnées, des chiffres, comme des coordonnées de cartes. Il y avait aussi un symbole, un faucon. Poirot hocha la tête. « Et vous n'avez rien signalé ?»« J'allais le faire. J'avais juste besoin de temps pour comprendre. » Poirot se leva. « Alors, comprenez bien ceci. Vous n'êtes peut-être pas le tueur, mais vous avez laissé votre peur devenir votre complice. » Il se tourna vers la porte. « Viens, Hastings. Le tueur voulait les coordonnées, mais il a tué trop vite. Ce qui veut dire
Quelqu'un d'autre a encore la carte, dis-je. Non, corrigea Poirot. Quelqu'un d'autre le veut, et il nous surveille. Nous, maintenant. Chapitre 4. Coordonnées d'une tombe. L'orage qui s'était attardé sur Paris s'est propagé vers l'est au petit matin, laissant derrière lui un ciel couleur d'étain terne et des rues immaculées. Hercule Poirot, homme d'ordre par excellence, était assis parfaitement droit à notre table de petit déjeuner à l'hôtel Saint-Honoré, remuant son café exactement 3 fois. Face à lui se trouvait une photocopie du fragment de tissu retrouvé dans les bagages d'Andrew Falls, photographié et agrandi par le service de l'inspecteur Moreau, avant que l'original ne soit scellé comme preuve. La broderie décolorée était encore lisible, une série de chiffres disposés non pas en ligne, mais en losanges. En dessous, brodée au fil ocre, la silhouette caractéristique d'un faucon. J'ai déjà vu des coordonnées cousues sur des cartes, murmura Poirot, en tapotant les chiffres d'un doigt ganté, dans les codes des contrebandiers, dans les dépêches de guerre. Mais ceci, c'est un motif destiné à semer la confusion, et pourtant, pour ceux qui comprennent le tissage. Sa voix s'interrompit, et il se leva de table pour aller chercher un fin carnet relié en cuir dans sa valise. Hastings, vous souvenez-vous de la campagne de Mésopotamie? Notre ami le capitaine Armitage, il nous a montré un système de chiffrement, un jour, non? En effet, le chiffrement de diamants, dis-je, une méthode pour dissimuler des coordonnées sous des formes géométriques. Chaque angle représente un point cardinal. Poirot sourit. Bravo, mon ami. Enfin, tu écoutes comme un détective. Il posa une feuille de papier calque sur la photocopie et commença à relier les chiffres de chaque coin vers l'intérieur. Il en résulta un carré approximatif centré autour d'un seul chiffre, répété 2 fois, 36,2 N, 37,1 E. Poirot sortit une carte de l'enveloppe et la plaça à côté du chiffre. « Voici, dit-il doucement, les coordonnées sont près de la frontière syrienne, juste à l'extérieur d'Alep. »« Alep ?» ai-je demandé. « N'est-ce pas de là que vient la famille de la rue ?»« Exactement. Et c'est aussi là que la collection Calouste aurait, selon la rumeur, caché une grande partie de ses archives avant la Grande Guerre. » Le doigt de Poirot se posa sur une étendue de terrain vierge près d'une vieille route. Il s'est penché en arrière. La manchette, la broderie, la collection volée. Tout converge ici. Ce n'est plus un simple meurtre, Hastings. C'est une chasse au trésor. Mais un trésor enfoui non pas dans l'or. Non, quelque chose de bien plus dangereux. La vérité. À midi, nous étions à bord de l'Express de midi pour Marseille, d'où Poirot avait obtenu un billet d'avion pour Beyrouth via Damas. Les préparatifs, comme toujours, avaient été faits dans un tourbillon de télégrammes, de lettres cachetées, et de temps à autre, d'un mince sourire du concierge, qui semblait légèrement scandalisé qu'Hercule Poirot lui-même se dirige vers le Levant. Alors que nous étions assis dans le compartiment de première classe, Poirot sortit une deuxième enveloppe de la poche de son manteau. « Je n'ai pas montré ça à la police, » dit-il en dépliant une lettre manuscrite. « Elle est arrivée ce matin. Pas d'adresse de retour. » Je lis à haute voix. « Monsieur Poirot, si tu cherches la vérité, va vers l'Est. Mais attention, tous ceux qui protègent le faucon ne le font pas avec honneur. La carte était destinée à une seule personne. D'autres tueront pour la garder enfouie. Une. Encore un, murmurai-je. Adèle ou quelqu'un d'autre? Poirot secoua la tête. Adèle de la Rue prétend ignorer tout. Mais ceci est écrit par quelqu'un qui connaît parfaitement le jeu et quelqu'un qui craint que d'autres ne trouvent le trésor. Je fronçai les sourcils. Mais si le tueur a déjà récupéré le bracelet, pourquoi te prévenir? Car le coup de manchette n'était qu'un début,
a déclaré Poirot. Ce qui se trouve sous terre, à l'extérieur d'Alep, pourrait bien ternir des réputations à travers l'Europe. Il joignit les doigts. Nous devons nous préparer, mon ami, non seulement au danger, mais aussi à la mémoire. Ce n'est plus une question de vol, c'est un règlement de compte. Trois jours plus tard, nous arrivions à Alep. La ville, à la fois vibrante et marquée par la guerre, nous accueillait sous un soleil de plomb et dans l'air, imprégné d'une odeur de poussière et de jasmin. Les routes étaient animées, parcourues de motos, de charrettes et du bourdonnement incessant du troc. Mais même ici, Poirot était reconnu. À l'hôtel Baron, un concierge l'accueillit avec une curiosité respectueuse, lui offrant un thé à la menthe et une chambre avec vue sur l'ancienne citadelle. Nous avions à peine déballé nos affaires quand on frappa doucement à notre porte. Un jeune garçon tendit une enveloppe à Poirot et disparut avant que je puisse lui donner un pourboire. À l'intérieur se trouvait une carte, dessinée au crayon, marquée d'un X rouge. « Un autre messager », murmurai-je. Les lèvres de Poirot se pincèrent. « Non, ça vient d'un voisin. Le parchemin est fait main. Le crayon est étranger, britannique. Et le symbole dans le coin. Tu le vois ? » Je l'ai fait. Un petit emblème d'épée croisée derrière un faucon. Poirot tapota le sceau. C'est le sceau de la vieille confrérie arménienne. Un ordre secret, destiné à protéger certaines archives sorties clandestinement pendant le génocide. La collection Calouste était probablement sous leur protection. Cela nous indique clairement notre prochaine destination. Il a pointé le X rouge sur la carte. Un monastère en ruine, à 30 km à l'est de la ville. Autrefois, résidence des sœurs de Saint-Mesrobe. Il s'est tourné vers moi avec un regard que je n'avais vu que quelques fois au cours de notre longue amitié, lorsque les enjeux n'étaient plus personnels, mais historiques. « Viens, Hastings, nous ne venons pas seulement pour élucider un crime, nous venons pour perturber le passé. » Le trajet fut long et semé d'embûches, notre véhicule de location cahotant sur des routes accidentées, jusqu'à ce que les collines cèdent la place à une vaste plaine déserte. En son centre, niché dans une faille entre deux crêtes, se dressaient les vestiges d'un monastère autrefois puissant. Des murs de pierre s'effondraient dans la poussière, des colonnes gisaient fracturées comme des ossements, et le silence régnait, troublé seulement par le sifflement d'un vent sec traversant les arches fissurées. Poirot examina attentivement les ruines. Cet endroit a été choisi avec soin, non seulement pour se cacher, mais aussi pour le respect. Nous nous sommes approchés de la nef centrale, désormais ouverte au ciel. Dans l'ombre, sous l'abside, une parcelle de terre avait été récemment remuée. Poirot s'agenouilla. « Regardez, la terre a été retournée. Quelqu'un a creusé ici ces dernières semaines. » Avec effort, nous avons dégagé le sol. Une demi-heure s'est écoulée en silence jusqu'à ce que la main de Poirot touche du bois. Nous avons déterré un étroit coffre en fer de la taille d'un grand registre. La serrure avait déjà été forcée, grossièrement. Poirot l'ouvrit. À l'intérieur, des fragments de papier fragile, des enveloppes scellées, 2 carnets brûlés, et au fond, un tissu de soie plié, brodé du faucon. « Ceci, » murmura Poirot, « c'étaient les archives. » Il a sorti un papier étiqueté liste des témoins, 1916, des noms, des dizaines, beaucoup barrés, certains soulignés, entre différentes mains, à côté de chacun, une ville, une date, une note, et sous une entrée, marquée de la rue A, un symbole, un œil. Le visage de Poirot devint grave. Pas seulement un registre de vol, un registre de complicité. J'ai ressenti un frisson.
Tu veux dire ces gens? Collaborateurs, survivants, témoins. La collection n'a pas été volée pour s'enrichir. Elle a été volée pour étouffer des témoignages. Il m'a regardé. Et Céleste est morte parce qu'elle l'a trop exposée à la lumière. Nous sommes restés silencieux, le vent agitant les pages. Poirot ferma le couvercle et enveloppa le coffre dans son manteau. « Il faut y aller, dit-il, maintenant, avant que nous ne soyons plus seuls. » Alors que nous nous retournions, un coup de feu a claqué dans l'air, frappant la pierre à côté des pieds de Poirot. Je l'ai tiré derrière l'hôtel en ruine. Au loin, une silhouette s'enfuit, grande, mince, rapide. Poirot leva la tête juste assez pour apercevoir la silhouette. « Un homme qui court comme il a déjà couru, » murmura-t-il. Et puis, plus doucement, « Dorian Falls. » Chapitre 5. Les archives qui ont saigné. Le soleil commençait à décliner derrière les collines rouges du nord de la Syrie lorsqu'Hercule Poirot et moi nous sommes précipités vers la voiture qui nous attendait. Notre chauffeur, un homme taciturne nommé Rachid, était resté sur le bord de la route sous prétexte d'une panne de moteur. Il a sursauté en nous voyant courir, la poussière s'élevant en nuages autour de nous. Poirot, bien qu'essoufflé, se déplaçait avec une urgence inhabituelle. Il tenait le coffre enveloppé sous son bras comme un enfant blessé. « Conduisez », ordonna-t-il, tandis que nous sautions à l'intérieur. « Retour à Alep, immédiatement. » Rachid n'eut pas besoin d'encouragement supplémentaire. Le véhicule revint en trombe et fila sur le chemin de gravier, laissant derrière lui le monastère et les coups de feu qui avaient failli coûter la vie à Poirot. Ce n'est que lorsque les murs de la ville apparurent que Poirot parla à nouveau. « Il l'a raté volontairement, » dit-il doucement. Je me suis détourné de la fenêtre. « Quoi ?»« Le tireur, » dit Poirot. « Ce n'est pas un tueur d'instinct. Il a tiré pour nous avertir, pour nous faire fuir. Un véritable assassin ne frappe pas un mur. » « Alors ce n'était pas Dorian Falls ?» Poirot secoua la tête. « Non, c'était quelqu'un d'autre, peut-être envoyé par lui, mais pas lui. Fowles est un bureaucrate, Hastings, pas un tireur d'élite. » Nous sommes arrivés à l'hôtel Baron peu avant la tombée de la nuit. Poirot, toujours prudent, a insisté pour que le coffre d'archives reste dans notre chambre, caché dans une malle verrouillée sous le lit. Il a immédiatement télégraphié à l'inspecteur Moreau, résumant nos découvertes et demandant la protection de la France pour notre voyage de retour. Mais je pouvais dire qu'il ne s'attendait pas à ce que la police française arrive à temps. Alors que les lampes à huile vacillaient et que l'appel à la prière résonnait dans la vieille ville, Poirot se tenait à la fenêtre, les bras croisés, regardant les ombres s'allonger dans la cour. « Elle le savait, » dit-il finalement. « Qui ?» demandai-je. « Adèle Delarue. Elle connaissait l'emplacement des archives, le monastère, la broderie sur le tissu, tout. Elle nous y a envoyés. » Je fronçai les sourcils. Elle nous avait prévenus de ne pas y aller. C'est pourquoi je crois qu'elle ne nous mettait pas en garde contre le chemin, mais qu'elle avertissait les autres que nous avions commencé à le suivre. Il se détourna de la fenêtre, les yeux assombris par les pensées. Demain, on l'affronte. Ce soir, on se prépare. Nous sommes arrivés au salon de thé de l'hôtel Baron le lendemain matin, peu après 9 heures. L'endroit était calme, élégant, à la manière ottomane d'antan. Tapis persans, fauteuil moelleux, samovar en argent. Adèle Delarue était déjà assise près de la fenêtre du fond, vêtue d'un tailleur en lin clair et d'un chapeau à visière. Elle avait tout d'une diplomate, sereine et indéchiffrable. Poirot s'inclina. « Mademoiselle. »« Inspecteur, répondit-elle.
Je vous attendais hier soir. Poirot esquissa un petit sourire ironique. Quelqu'un d'autre a failli nous empêcher de revenir. Un coup de semonce. Tiré, je crois, en votre nom. Son regard ne vacilla pas. Je n'ai envoyé personne. Poirot s'assit en face d'elle. Mais vous avez bien envoyé la carte. Une pause. Oui, dit-elle enfin. Je pensais que tu ferais attention. Vous avez menti sur votre ignorance concernant le brassard. Vous saviez pour le compartiment. Vous saviez pour les archives. Et vous saviez ce qu'elles contenaient. Je m'en doutais, corrigea-t-elle. Et soupçonner n'est pas synonyme de culpabilité. Tu crois que j'ai assassiné Céleste ? Poirot se pencha en avant. Je pense que tu craignais ce que Céleste pourrait révéler. Et je pense que tu as été envoyé ici pour t'assurer que cela ne soit jamais révélé. Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi, qui d'autre connaissait la broderie ? Les coordonnées ? Le cimier du faucon ? La voix d'Adèle baissa. Seulement ma mère et la confrérie. La confrérie, répéta Poirot. Ces mêmes protecteurs secrets qui tentent maintenant de me tuer ? Elle détourna le regard. Tu n'aurais pas dû y aller seule. Toi m'as envoyé là-bas seule. Non, dit-elle sèchement. Je t'ai dit la vérité, parce que je n'en pouvais plus. Ma mère a passé sa vie à enfouir des secrets. Mon grand-père aussi. Je pensais que peut-être cette fois, la vérité survivrait. Poirot l'étudia attentivement. Et pourtant, vous avez oublié l'élément le plus important. Elle le regarda sans cligner des yeux. Ton vrai nom, dit-il doucement. Adèle Delarue n'est pas ton nom de naissance, n'est-ce pas ? Silence. Votre père n'était pas un Delarue de sang. C'était un historien, un chercheur. Son vrai nom de famille, Sarian. Ses yeux s'écarquillèrent pour la première fois. Poirot s'avança. Votre grand-père, Haroun Sarian, était l'architecte des archives Calouste, l'archiviste de la confrérie, et son traître. Non, dit-elle, presque suppliante. Il les protégeait. Il a protégé son nom, son héritage. Mais il a aussi détruit des preuves, brûlé des témoignages, réduit au silence des survivants qui se souvenaient des noms qu'ils souhaitaient voir oubliés. Poirot déposa la page de couverture des archives sur la table. La crête du faucon brillait faiblement dans la lumière matinale. « Vous nous avez envoyés pour trouver ça, dit-il. Non pas pour le révéler, mais pour en contrôler le récit. Et Céleste a trouvé la partie que vous ne pouviez pas modifier. » Les poings d'Adèle se serrèrent. Elle n'a pas compris. Elle était trop naïve. Elle était trop honnête, a déclaré Poirot. Un long silence s'installa. Poirot se leva lentement. Nous rentrons à Paris ce soir. Je vous conseille de ne pas nous suivre, ni d'intervenir à nouveau. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, appartient désormais au monde entier. Adèle se leva, la voix plus froide. Et si cette vérité détruisait des vies ? Poirot lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Alors, laissez-les tomber, mademoiselle. C'est mieux que de bâtir des maisons sur le silence. Ce soir-là, alors que l'avion montait au-dessus d'Alep et que le désert se transformait en brume, Poirot se tourna vers moi avec un regard las. Nous avons les preuves. La police s'occupera du reste. Mais je crains qu'il reste encore une main inexploitée. OMS ? Dorian Fowles. Mais il s'est enfui. Il était démasqué. Poirot hocha la tête. Oui, mais je crois qu'il n'a jamais été le cerveau. Simplement l'intermédiaire. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un proche de l'ambassade, proche de la famille Delarue, qui savait exactement quand et où frapper. J'ai dégluti. Tu veux dire qu'il y a encore quelqu'un à Paris ? Les yeux de Poirot se rétrécirent. Oui,
Hastings. Et si je ne me trompe pas, ils attendent notre retour. Il ajusta sa cravate et regarda par la fenêtre. Pour Céleste, pour ceux qui ont enseveli la vérité dans le feu et le fil, nous devons agir vite. L'acte final est sur le point de commencer. Chapitre 6. Ombres à l'ambassade. Paris nous accueillit non pas avec l'air raffiné du charme printanier, mais avec une bruine froide et un voile de mélancolie qui semblait refléter l'état de l'affaire. La vérité avait été découverte à Alep, certes, mais seulement en partie. Quelque part entre les murs délabrés du monastère et les couloirs lambrissés du pouvoir parisien, une autre vérité se cachait encore. Poirot, bien qu'épuisé par le voyage, revint à la capitale avec une précision renouvelée. Dès que nous avons posé le pied sur le quai de la gare de Lyon, il s'est déplacé avec une intention machinale. Ses bagages ont été confiés à un porteur. Un taxi a été appelé avant même que je puisse lui demander où nous allions. L'ambassade, dit-il sèchement. Pas de détour. L'ambassade britannique à Paris se dressait avec une majesté sobre le long de la rue du Faubourg Saint-Honoré, ses grilles en fer forgé et ses pancartes en laiton poli, ne laissant rien présager des secrets qui s'y cachaient. Mais Poirot, avec son timing impeccable et son regard impénétrable, fut immédiatement accueilli. Son nom, comme toujours, franchit les portes plus vite que n'importe quelle lettre de recommandation. On nous conduisit par un couloir silencieux jusqu'à un salon privé, orné d'étagères en acajou et d'emblèmes nationaux. Là, assis avec un calme prudent, se trouvait le sous-secrétaire Reginald Phelps, un homme élégant aux cheveux argentés et à la moustache cirée, qui regardait Poirot non pas avec admiration, mais avec appréhension. « On m'a dit que vous étiez revenu de Syrie, dit-il. L'inspecteur Moreau m'a informé. » Poirot s'assit en face de lui et retira ses gants avec une aisance naturelle. « Alors vous savez que la manchette en question n'est qu'un élément d'un complot plus vaste. » Phelps croisa les mains. « Nous sommes au courant des archives que vous avez récupérées. Vous vous êtes lancé dans un véritable imbroglio diplomatique. » Poirot sourit faiblement. « C'est toujours un vrai casse-tête, monsieur. Quand la vérité touche à la politique, je ne suis pas venu discuter de diplomatie, mais de meurtre. » L'expression de Phelps ne changea pas, mais l'air dans la pièce se refroidit. « On m'a dit que votre homme, Fowles, transportait un objet volé, dit-il. C'est déjà un scandale bien suffisant pour nous. » Le ton de Poirot s'aiguisa. Fowles était un pion. Quelqu'un dans ce même bâtiment l'a envoyé à Céleste. Quelqu'un qui savait ce que cachait la manchette. Quelqu'un qui voulait la récupérer. Phelps se leva et se dirigea vers le buffet. « Un café ? » ?»« Non, merci. » Phelps se servit une tasse malgré tout. « Si vous accusez un membre de mon équipe, Poirot, je vous suggère de faire autre chose qu'une simple suggestion poétique. » Poirot se leva lentement et sortit un document de sa poche. Il s'agit d'une copie de l'un des noms trouvés dans les archives d'Alep, Reginald Phelps. Le silence qui suivit fut total. Phelps ne sourcilla pas. « C'est impossible. J'étais à Londres, en 1916. » « Tu l'étais, mais ton père était à Alep, un conseiller colonial, connu localement sous le nom Félès-Hill, supervisa la confiscation de nombreux biens arméniens, dont celui où étaient cachés les archives Calouste. » Phelps posa la tasse. « Qu'est-ce que tu insinues ? » ?»« Je déclare, dit Poirot d'un ton neutre, que votre nom de famille était lié à l'héritage même que Céleste Martin cherchait à révéler. Et lorsqu'elle a reçu la manchette, lorsqu'elle a porté les secrets de votre père à son poignet, vous ne pouviez pas permettre que cela continue. Conjecture sans fondement. Alors permettez-moi d'ajouter le reste, dit Poirot, en fouillant dans son manteau. Il en sortit une lettre déchirée.
un des fragments d'Alep, désormais traduit. Le registre a été dérobé par Félès. S'il est retrouvé, il ne doit pas atteindre Constantinople. Nous avons marqué son lieu de repos, et seule la jeune fille au faucon comprendra. Dites-lui, si elle survit, de ne faire confiance qu'aux Français de l'ambassade. On ne peut pas faire confiance à l'Anglais. Poirot leva les yeux. Vous voyez, même là, la vérité l'emportait sur le mensonge. La lettre n'a pas été écrite par vos ennemis, mais par les alliés de votre père, des hommes qui craignaient ce qu'il avait fait. Le sang-froid de Phelps se brisa pour la première fois. C'était il y a des décennies. Rien de tout cela n'a de rapport avec... Ça a tout son sens, dit Poirot, la voix s'élevant avec une fougue inhabituelle. Vous saviez qui était Céleste. Vous saviez qu'elle avait le bracelet. Vous avez divulgué sa présence à l'opéra. Vous avez envoyé l'alerte à Alep. Et vous avez demandé à votre assistant de récupérer le bracelet quand il est tombé. Phelps n'a rien dit. Poirot s'approcha. Mais vous êtes arrivé trop tard. Les archives étaient déjà en marche. Et maintenant, monsieur, la loi aussi. La porte s'ouvrit derrière nous. L'inspecteur Moreau entra, flanqué de 2 agents de la sûreté. Les yeux de Phelps se plissèrent. C'est une erreur. Poirot se retourna calmement. Non, monsieur, c'est une justice différée, mais pas refusée. Moreau s'avança. Sous-secrétaire Reginald Phelps, vous faites l'objet d'une enquête pour complot, vol de biens culturels, obstruction à la justice et complicité dans le meurtre de Céleste Martin. Phelps se leva. Je ne veux pas être exhibé comme un criminel. L'expression de Poirot ne s'adoucit pas. C'est exactement ce que tu es. Plus tard, de retour à l'hôtel, j'observais Poirot attentivement. La tempête intérieure ne s'était pas apaisée. Il marchait lentement, les mains jointes dans le dos, le regard baissé et intérieur. « Elle est morte à cause de l'histoire », murmura-t-il. « À cause d'un nom, parce qu'un homme n'a pas pu porter la tâche sur un héritage qu'il n'a jamais eu à défendre. » Je n'ai rien dit. Nous sommes arrivés dans le hall et nous nous sommes arrêtés devant l'ascenseur. « Et maintenant ?» demandai-je. Poirot m'a jeté un coup d'œil. « Maintenant, mon ami, on prépare le récit complet. Le bracelet, les archives, la fille qui a écouté quand personne d'autre ne l'a fait. » Il leva les yeux vers les nuages qui s'assombrissaient au-delà de la fenêtre. « Et ensuite, nous laissons le monde décider quoi faire de la vérité. » Chapitre 7. La confession finale. L'enveloppe arriva avec le courrier du matin, sans aucune marque, à l'exception d'un cachet de cire rouge cramoisie apposé en forme de faucon en vol. Poirot, déjà assis à notre table du petit déjeuner à l'hôtel Saint-Honoré, l'ouvrit avec précaution. De l'autre côté de la table, je vis ses yeux se plisser et le coin de sa bouche se crisper, non pas de surprise, mais de confirmation. « C'est bien ce que je pensais, » dit-il en pliant soigneusement la lettre. « L'affaire n'est pas encore close. » Je posai mon café. « Une autre menace ?»« Non, » dit-il, « une confession. » Il se leva, son manteau déjà drapé sur son bras, et me lança un regard qui exprimait l'urgence. « Viens, Hastings. Il faut rendre une dernière visite à mademoiselle Adèle de la Rue, avant qu'elle ne disparaisse à jamais. » Nous la trouvâmes assise sur un banc du jardin du Luxembourg, emmitouflée dans un long manteau gris et une écharpe, les mains gantées posées sur ses genoux. Les arbres étaient nus, mais une vague odeur de printemps flottait dans l'air. Elle leva les yeux à notre approche, ni surprise, ni fuyante, simplement préparée. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle. Poirot hocha la tête. « Et tu savais que je le saurais. » Elle ne l'a pas nié. « La lettre ?» Il le lui tendit. « Écrit de ta main.
envoyé avec un sceau que l'on croyait détruit depuis longtemps. Le dernier symbole de ma famille, dit-elle doucement, transmis comme une relique. Je pensais qu'il finirait avec moi. Vous avez avoué avoir orchestré la livraison du bracelet, dit Poirot. Vous l'avez remis à Céleste. Vous lui avez fourni juste assez d'informations pour la mener aux archives, mais pas assez pour la protéger des conséquences. Je l'ai fait, a-t-elle admis, mais je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Poirot haussa un sourcil. Non, tu l'as envoyée dans une tanière de loup. Tu es resté aux côtés d'un tueur sans rien dire. Adèle tourna son visage vers la fontaine. Je croyais qu'on pouvait faire confiance à Fawles, qu'il la protégerait. Mais dès qu'elle a découvert la carte, dès qu'elle a commencé à lire les noms, je l'ai lu dans ses yeux. Panique, désespoir. Il n'était pas le seul. Reginald Phelps m'a appelé la veille de l'opéra. Il a dit que Céleste menaçait tout. Et pourtant, dit Poirot, vous ne l'avez pas prévenu? Non, dit-elle doucement, parce que je le voulais. Je me suis raidi. Le regard de Poirot s'est aiguisé. Je pensais, poursuivit-elle, la voix tremblante, que s'ils essayaient de l'effrayer, si elle perdait le bracelet, elle s'enfuirait, elle se cacherait, recommencerait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle les a affrontés. Elle était plus courageuse que moi. Poirot s'assit à côté d'elle. Quel était ton rôle, vraiment? Elle prit une profonde inspiration. Mon grand-père m'a confié la connaissance des archives avant de mourir. J'avais 12 ans. Je ne les comprenais pas à l'époque. Juste l'histoire d'un bracelet et d'une boîte dans le sable. Mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre ce que cela signifiait, le pouvoir qu'elle détenait, les gens qu'elle pouvait détruire. « Et tu craignais cette vérité ?» demanda Poirot. J'avais peur de ce que ça allait coûter, ma famille, mon nom, mon avenir. Alors je l'ai enterré pendant des années, jusqu'à ma rencontre avec Céleste. Elle m'a rappelé ce que la vérité pouvait accomplir quand quelqu'un d'assez courageux choisissait de la dire. Alors je lui ai passé la manchette. Je me suis dit que je l'aidais. Mais en réalité, je lui tendais l'épée et je lui demandais d'aller au feu. Poirot ne dit rien. J'ignorais que Phelps avait envoyé quelqu'un à l'opéra, dit-elle. Mais quand j'ai vu le journal le lendemain, je l'ai su. Et je n'ai rien fait. Je les ai laissés l'enterrer aussi. Poirot se tourna vers elle. Et maintenant, je quitte la France, dit-elle. La confrérie est dissoute. La vérité éclate. Mon nom est connu. Je ne peux plus arpenter ces rues sans éprouver le même remords. Poirot l'observa. Vous portez un lourd fardeau, mademoiselle. Et pourtant, je ne vous crois pas coupable de meurtre. Elle le regarda. Alors, je suis quoi? La voix de Poirot s'adoucit. Vous êtes un témoin qui a rompu le silence trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Il se leva. Les autorités vous interrogeront à nouveau, a-t-il dit. Vos aveux seront enregistrés. Vous devrez parler clairement, en toute transparence. Elle hocha la tête. Je le ferai. Alors que nous nous retournions pour partir, elle l'a appelé. Monsieur Poirot? Oui? Elle hésita. Merci de ne pas avoir fait de moi une méchante. Il sourit faiblement. Tu l'as fait toi-même, mais tu as aussi choisi de le défaire. C'est là toute la différence. De retour à l'hôtel, Poirot s'assit près du feu, la boîte d'archives sur les genoux. Un par un, il lut les noms à voix haute, doucement et avec révérence, comme s'il récitait une prière. Ces noms, a-t-il déclaré, réécriront l'histoire de 3 gouvernements. Il y aura des audiences, des enquêtes, peut-être même des réparations. Mais surtout, il y aura une commémoration. Je me suis assise à côté de lui. Et Céleste? Il sortit une photo des archives, un croquis d'elle,
réalisé sur le vif par Adèle. Souriante, les yeux brillants. C'est grâce à elle que tout a été possible, a-t-il déclaré. Une traductrice, un témoin, une femme qui portait la vérité comme un joyau et qui est morte pour elle. Il a remplacé la photo. J'ai résolu de nombreux meurtres, Hastings, mais peu m'ont procuré l'absolution. Il se pencha en arrière, fermant les yeux. La justice a le bras long, certes, mais parfois, il faut une main ferme pour la guider. Le lendemain matin, une cérémonie privée eut lieu dans une petite chapelle près de Montmartre. Poirot et moi restâmes silencieux, tandis qu'un prêtre allumait un cierge pour Céleste Martin. Pas de presse, pas de dignitaires, seulement 2 personnes en deuil et la chaleur d'une flamme qui semblait scintiller comme la manchette sertie de grenat qui avait tout déclenché. Poirot a laissé un seul lys sur l'autel. « Adieu, mademoiselle, dit-il doucement. Votre silence nous a donné du son. Votre mort nous a donné de la voix. » Nous avons quitté la chapelle et sommes retournés dans la matinée printanière. L'air était plus léger. La ville s'animait à son rythme habituel. Mais sous ses pieds, quelque chose avait légèrement changé. Un souvenir avait pris racine. Un règlement de compte avait commencé. Et la vérité, enfin, avait été entendue. Chapitre 8. La lettre sous la manchette. Le lendemain matin, un brouillard chargé de pluie s'abattit sur Paris, étouffant le rythme cardiaque de la ville comme si les rues elles-mêmes retenaient leur souffle. Hercule Poirot, cependant, était déjà réveillé, debout au bureau de notre suite à l'hôtel Saint-Honoré, le dos droit comme une règle, les mains manipulant avec précaution ce qui semblait être le contenu final du coffret d'archives. Il avait déjà examiné presque tous les documents, registres, noms, rapports codés. Mais ce matin, il tenait quelque chose de différent, la doublure du bracelet lui-même. « Tu te souviens de la broderie ?» demanda-t-il en me jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, tandis que je remuais mon thé. « Bien sûr, ai-je répondu. Le faucon, les coordonnées, ça nous a menés à Alep. » Poirot hocha la tête. Et pourtant, quelque chose me troublait. L'exécution était trop fine, presque théâtrale. Il prit un scalpel étroit sur le bureau et, avec une précision exquise, coupa le long d'une couture à l'intérieur de la doublure en velours rouge de la manchette. Il travailla lentement, décollant les couches de tissu cousu jusqu'à ce que ses doigts s'immobilisent. « Voilà, » dit-il. À l'intérieur, coincé entre les couches, se trouvait un morceau de papier de riz, si fin qu'il aurait pu s'effriter au moindre souffle d'air. Il le souleva avec une pince à épiler et le posa sur le buvard. Sur la page, griffonnée d'une écriture pâle mais reconnaissable entre mille, se trouvait un seul paragraphe en français. Si vous lisez ceci, je suis probablement morte, mais la vérité doit éclater. Je ne m'appelle pas Céleste Martin, c'est Anouche Sarkissian. J'ai pris le nom de Céleste pour me cacher, pour travailler, pour écouter. Ce bracelet n'était pas un cadeau, c'était un avertissement. Et à l'intérieur, il y a le nom définitif. L'homme qui a tout volé, celui qui a ordonné le massacre du monastère de Sarian en 1916. Ambassadeur Reginald Phelps, Senior. J'ai regardé le nom. Sa véritable identité, murmurai-je. Le regard de Poirot était lourd. Ça explique tout. C'était une survivante. Elle était la fille de l'un d'eux, peut-être née juste après l'Exode, ou alors en clandestinité. Sa mère, probablement Sarkissian, a peut-être péri au monastère de Sarian. Elle prit le nom de Céleste pour rejoindre les cercles mêmes qui avaient autrefois trahi sa famille. Mais comment a-t-elle obtenu ce brassard ? Les yeux de Poirot s'assombrirent.
Elle l'a volé, ou bien un sympathisant la lui a donné. Mais ce papier n'a pas été cousu par Adèle. Il était là depuis le début. Il tapota doucement le parchemin. Elle voulait que ce soit nous qui le trouvions. Peut-être pas nous, peut-être pas maintenant. Mais elle a caché le nom définitif là où seuls les curieux, les persévérants ou les désespérés pourraient le chercher. Il se leva du bureau et commença à faire les 100 pas. Cela change la donne, Hastings. Reginald Phelps Sr. était plus qu'un conseiller colonial. C'était un architecte du silence. Et son fils. Il a passé des décennies à blanchir cet héritage. Je me suis assis, laissant l'idée pénétrer. Le gouvernement français est-il au courant? Non, répondit Poirot. Pas encore. Il faut décider quand le leur dire. Pour les archives, les noms, les coordonnées. C'est déjà un scandale. Mais là, c'est une mise en accusation de toute une politique étrangère. Un crime non seulement de guerre, mais aussi de mémoire. Il retourna au bureau et réenroula délicatement la doublure du bracelet autour du billet. Nous dirons tout à l'inspecteur Moreau, dit-il, mais cette page, nous la lui remettrons nous-mêmes. À midi, nous arpentions à nouveau les couloirs marbrés du palais de justice, porteurs cette fois d'un message plus lourd que tous ceux que nous avions portés auparavant. Poirot avait organisé une audience privée avec le commissaire Dubois du ministère français des Affaires culturelles, un homme aux gants blancs et au regard plus perçant que ne le laissait paraître son allure raffinée. Nous fûmes introduits dans une salle discrète. Dubois nous accueillit d'un signe de tête, sans préambule. « Vous apportez des nouvelles, dit-il. » Poirot lui tendit le papier plié. « Ce n'est pas une nouvelle, monsieur. Une voix venue d'en dessous de l'histoire. » Dubois lut en silence. Son front se fronça, puis se plissa. Enfin, il expira. « Cela va provoquer un scandale, a-t-il déclaré. Poirot hocha la tête. « Alors, laissez faire. Le scandale n'est pas une maladie, monsieur. Le silence, si. » Dubois leva les yeux. « Vous n'avez aucun doute sur son authenticité ?» Poirot fouilla dans son manteau et plaça le fragment de manchette sur le bureau, à côté du mot. « Je n'ai aucun doute. Seulement des responsabilités. » Dubois se rassit et hocha lentement la tête. « Alors merci, monsieur Poirot. La France fera ce qui est juste. » Alors que nous quittions le palais, Poirot se tourna vers moi, son ton plus modéré. « C'est là le plus difficile, Hastings. Lâchez prise. Laissez les autres décider si la justice vaut le coup de la perturbation. » Je n'ai rien dit. J'ai compris. Ce soir-là, tandis que Paris s'allumait et que les cafés se remplissaient de rires et de musique, Poirot et moi retournâmes au jardin du Luxembourg. Le banc où Adèle s'était assise était maintenant occupé par un jeune couple, parlant doucement, les doigts entrelacés. Nous avons marché un peu et nous sommes assis sur un banc sous un arbre nu. Poirot a sorti une petite photo de la poche de son manteau. Le croquis de Céleste, Anouche Sarkissian, dessiné par Adèle. Elle n'a jamais été une simple traductrice, a déclaré Poirot. C'était une archiviste de l'âme, à l'écoute de ceux qui n'avaient plus personne pour parler en leur nom. Elle a transformé la mémoire en résistance. Et elle est morte pour ça, dis-je doucement. Il hocha la tête, mais pas en vain. Il plia la photographie et la plaça dans sa poche de poitrine. « J'ai cru autrefois que l'ordre était la plus haute vertu, a-t-il déclaré. Le rétablir était la mission du détective. Et maintenant ? Je crois maintenant que le souvenir est encore plus précieux. Ce souvenir de la douleur, nommer les oubliés,
redonner la parole à ceux qui sont ensevelis sous la politique et la cupidité, voilà la véritable justice. Il m'a regardé alors, et dans ses yeux, je n'ai pas vu de triomphe, mais du poids. J'espère, mon ami, que si jamais je suis oublié, quelqu'un fera de même pour moi. En revenant dans les rues tamisées de la rive gauche, nous avons croisé une fleuriste qui fermait son étal. Poirot marqua une pause. « A single white lily, s'il vous plaît, Eusède. » Elle l'emballa soigneusement et le lui tendit. « À qui est-ce destiné ?» demandai-je. Poirot sourit doucement. « Pour une femme qui se faisait appeler Céleste, dit-il, mais qui vivait sous le nom d'Anouche. » Il leva les yeux vers les étoiles qui percèrent les nuages, et dont le nom ne sera plus jamais caché. Chapitre 9. Le dernier fil lâche. Le lendemain apporta une rare accalmie dans le temps parisien. Ciel dégagé, air frais et soleil doré filent à travers les fenêtres du 221B, rue de Marivaux, l'appartement que Poirot avait loué pour notre dernière semaine à Paris. La matinée s'était déroulée dans un silence absolu, seulement interrompu par le léger grattement de sa plume, tandis qu'il achevait les dernières notes de son rapport au ministère français. Pourtant, malgré le calme, je sentais que l'esprit de Poirot était loin d'être serein. Il avait passé la majeure partie de la soirée à réorganiser le contenu des archives, non par date ou par ordre alphabétique, mais par connexion. Des fils reliant noms, lieux et institutions, telle une toile tissée dans le secret. Et au cœur de cette toile, un nom ne cessait de refaire surface. Un nom qui était resté étrangement silencieux tout au long de l'enquête. « Vous souvenez-vous de l'assistant de l'ambassadeur ?» demanda Poirot sans se retourner. « Jacques Ferrand », répondis-je en posant le journal. « Poli, ponctuel, totalement oubliable. »« Exactement, » murmura Poirot. « Trop oubliable. » Il se leva et épousseta ses manches. « J'ai appris, mon ami, qu'en matière de silence et de survie, c'est souvent l'employé à la voix douce qui en sait plus que le général. Ceux qui ont des papiers, pas des pistolets. » À 11h30 précise, nous sommes arrivés à l'ambassade britannique. Une visite de courtoisie, avait dit Poirot. Un suivi administratif pour s'assurer que les archives restituées étaient sous bonne protection. Mais je savais que ce n'était pas le cas. La posture de Poirot était trop immobile, son regard trop perçant. Nous n'avons pas été accueillis par un diplomate, ni par un enquêteur, mais par le discret M. Ferrand lui-même, vêtu de son habituel costume anthracite, lunettes en place, cravate légèrement de travers. « Messieurs, » nous salua-t-il, les mains jointes. « On m'a demandé de faciliter le traitement de documents pour le compte du ministère. Pouvons-nous aller aux archives ?» Poirot hocha la tête, mais ne le suivit pas. Il jeta plutôt un coup d'œil à une petite serviette en cuir posée sur le bureau de Ferrand. « Vous vous préparez à partir ?» demanda-t-il. Ferrand hésita. « Un court congé, oui. On m'a accordé un congé, après la récente épreuve. » Le regard de Poirot ne vacilla pas. « En effet. Et où comptes-tu aller ?» Ferrand cligna des yeux. « À Lyon, ma sœur. »« Ah, mais monsieur Ferrand, » interrompit doucement Poirot, « vous n'avez pas de sœur. » La pièce tomba dans le silence. La bouche de Ferrand s'ouvrit, puis se referma. Poirot s'avança. « Voyez-vous, quand on invente un frère ou une sœur pour couvrir son évasion, il faut aussi s'assurer que les annuaires téléphoniques ne contredisent pas cette histoire, ni que les dossiers du personnel de l'ambassade, notamment les journaux de voyage de 1916, portent votre nom. » Je m'avançai. « Mais Ferrand aurait été un enfant en 1916. »« Non, » répondit Poirot.
les yeux toujours fixés sur l'homme devant lui. Jacques Ferrand est né en 1895 sous un autre nom. Son dossier a été modifié après la guerre, réécrit, comme tant d'autres, lorsque les gouvernements ont cherché à faire le ménage. Il se tourna légèrement, comme s'il prononçait un sermon silencieux. Vous y étiez, monsieur, à Alep, non pas comme soldat, mais comme coursier. Les mains de Ferrand tremblaient légèrement. Vous avez transmis des messages entre officiers français et responsables ottomans. Vous avez contribué à organiser la saisie de biens arméniens, non pas parce que vous étiez un tueur, mais parce que vous croyiez, comme tant d'autres, que le silence était plus sûr que la vérité. Poirot fouilla dans son manteau et en sortit un petit bout de papier. Les archives vous ont répertorié sous un nom de code, le rouet, le fileur, l'homme qui déformait l'information dans la direction exigée par ses maîtres. Ferrand s'assit lentement sur la chaise derrière lui, le visage soudainement creux. « Je n'aurais jamais pensé que cela reviendrait, » dit-il d'une voix rauque. « Et pourtant, » répondit Poirot, « la vérité, comme la roue, tourne toujours. » Ferrand secoua la tête. « Je ne l'ai pas tué. »« Je te crois, » dit Poirot. « Mais tu le savais. Tu savais ce que signifiait la menotte. Tu savais ce que Céleste avait trouvé. Et tu n'as rien dit. » « J'avais peur. » La voix de Poirot s'adoucit. Elle aussi. Et pourtant, elle parlait encore. Ferrand enfouit son visage dans ses mains. Poirot se détourna. « Nous ne sommes pas ici pour vous arrêter. C'est au ministère d'en décider. Mais votre silence ne sera plus votre bouclier. » Il s'est dirigé vers la porte. Ferrand ne nous a pas arrêtés. Ce soir-là, nous nous sommes assis une fois de plus près du feu, la ville s'assombrissant derrière les fenêtres, les archives enfin scellées et attendant d'être livrées à La Haye, où une commission internationale commencerait à examiner ses implications. Poirot sirotait lentement sa tisane, les yeux lointains. « Voyez-vous, Hastings, dit-il enfin, ce qui est à l'origine de cette affaire n'a jamais été l'ambition ou la cupidité. C'était la honte. » J'ai hoché la tête, tant de mains, toutes essayant de cacher une chose. Oui, et pourtant, une femme, sans insigne, sans grade, sans armée, les a tous pris à partie avec un bracelet et une lettre enterrée. Il fouilla dans son gilet et en sortit une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? Il me l'a donnée. À l'intérieur se trouvait une dernière lettre, adressée dans une écriture délicate, à Monsieur Hercule Poirot. Si je ne survis pas à cela, j'espère que tu me pardonneras d'avoir utilisé ton nom en vain. J'ai dit à tout le monde que je te connaissais, que tu m'aiderais, que tu trouverais la vérité. Je ne sais pas si c'était juste pour toi, mais ça m'a aidé à dormir. Merci. Anouche, Céleste. J'ai eu du mal à avaler. Elle a cru en toi, dis-je doucement. Poirot regarda le feu. Non, murmura-t-il. Elle croyait en la justice. Je n'étais que le réceptacle. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, admirant Paris. Puis, tout bas, elle avait besoin que quelqu'un prononce son nom, qu'il le dise correctement, ni par peur ni par pitié, mais par honneur. Je me suis levé et je l'ai rejoint, regardant les lampadaires scintiller un par un, tandis que le crépuscule engloutissait les toits. Anouche Sarkissian, ai-je dit à voix haute. Que son nom soit gravé dans les mémoires. Poirot ferma les yeux. Oui, mon ami. Forever. Chapitre 10. La flamme silencieuse. Une semaine s'était écoulée depuis que nous avions remis les archives au ministère français des Affaires culturelles. Le scandale avait déjà commencé à se propager discrètement sur le plan diplomatique. Des commissions étaient où les constituées, des dossiers ouverts, des noms chuchotés dans les ambassades et à la table des convives.
Hercule Poirot, toujours précis, s'était retiré du tumulte, se contentant de laisser les rouages de la justice tourner sans qu'il ait la main sur le levier. Pourtant, le matin de notre départ de Paris, une dernière enveloppe l'attendait sur le plateau d'argent du concierge. Elle ne portait aucun nom, seulement un cachet de cire. Encore une fois, le faucon en vol. Poirot l'ouvrit dans notre chambre. À l'intérieur se trouvait un simple mot plié et une petite photo en noir et blanc. Il le lut en silence. Puis, il me le passa. « Monsieur Poirot, je m'appelle Lucine Sarkissian. Je suis la cousine de Céleste, son seul sang vivant. J'ai trouvé votre nom dans son carnet après que les autorités lui ont restitué ses affaires. Elle avait souvent écrit à votre sujet. Il semble que vous étiez son dernier espoir. Merci. Je joins une photo de notre enfance. Elle aurait souri de savoir que vous la teniez. Peut-être qu'un jour, lorsque cette histoire ne sera plus un secret, vous pourrez contribuer à la raconter. Jusqu'à ce jour, je porte son nom. Lumière. La photo était décolorée, mais délicate. 2 fillettes, d'à peine 10 ans, se tenaient côte à côte dans une cour ensoleillée, le visage rayonnant de joie. L'une d'elles, incontestablement Céleste, ou plutôt Anouche, tenait un carnet de croquis d'une main et un crayon de l'autre. Poirot examina l'image attentivement, puis la glissa dans la poche intérieure de son manteau. « Aucune affaire, dit-il doucement, ne m'a jamais suivi aussi longtemps. » Cet après-midi-là, nous avons pris un taxi sur la Seine en direction de la gare du Nord. Notre train pour Calais nous attendait, puis le ferry pour Douvres. Le soleil était revenu sur Paris, dorant les immeubles. Des amoureux s'appuyaient sur les ponts, des kiosques à livres s'étalaient le long des quais, et le monde, inconscient de la douleur qu'il dévoilait, continuait doucement sa course. Poirot était assis, les mains jointes, les yeux rivés à la fenêtre. « J'ai réfléchi, Hastings. »« C'est toujours un signe dangereux, dis-je d'un ton léger. »« Non, non, ricana-t-il. Cette fois, une question philosophique. Voyez-vous, on parle souvent des morts, on résout des meurtres, on découvre des secrets, on nomme des tueurs, mais on se demande rarement que devient la vérité une fois libérée. Il s'est tourné vers moi, sa voix était calme. Cette affaire n'a jamais été une question de culpabilité. Pas vraiment. C'était une question de souvenir. Céleste n'est pas morte parce qu'elle a découvert un crime. Elle est morte parce qu'elle est, souvient-il. J'ai hoché la tête lentement. Et d'autres voulaient que ce souvenir soit enterré. Exactement. Le regard de Poirot s'éclaira. Mais qu'est-ce que la mémoire, Hastings, sinon la justice la plus pure? Les tribunaux débattront des archives, les diplomates feront des déclarations. Mais la plus grande victoire est celle-ci. Son nom ne sera plus caché. Et cette photo survivra à tous les mensonges. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Puis Poirot sourit faiblement. « Savez-vous ce que je ferai à mon retour à Londres? Quelque chose d'inhabituellement indulgent? Ah, toujours. » Il se tapota la tempe. « Je vais commander un livre, pas un livre de mystère, mais un livre de témoignages. J'écrirai le récit d'Anouche Sarkissian tel qu'elle a réellement vécu, non pas en victime, mais en témoin. » J'ai cligné des yeux. « Tu vas le publier? » « Avec le temps, quand les politiques seront prêts, quand le monde n'aura plus autant peur de son passé. » Il se laissa aller en arrière. « En attendant, c'est moi qui décide. » Nous sommes montés à bord du train et nous sommes installés dans le calme de la cabine de première classe.
La petite valise de Poirot était posée à côté de lui, parfaitement positionnée à ses pieds. Il ferma les yeux, les mains sous le menton. Alors que le paysage se déroulait à l'extérieur, je me suis permis une dernière réflexion. Tout avait commencé avec un bracelet, orné de bijoux, magnifique, mais brisé. Et sous ce charme, une carte. Sous la carte, un nom. Et sous ce nom, toute une histoire abandonnée à l'abandon sous le sable. Nous avions découvert non seulement un meurtrier, mais aussi une lignée de trahison et de complicité qui s'étendait à travers les empires. Mais au final, ce ne sont pas les petites cellules grises de Poirot qui ont triomphé. C'était le courage d'une femme qui avait choisi de dire la vérité avant qu'il ne soit plus prudent de le faire. Poirot s'agita à côté de moi et ouvrit les yeux. « Hastings. »« Oui. Si je meurs avant toi, mon ami, je te demande une chose. » Je me suis tourné vers lui avec surprise. « Promets-moi de continuer à raconter les histoires, pas seulement celles des rebondissements et des indices, mais aussi celles de ceux qui ont failli être oubliés, les Célestes, les Anouches, ceux qui n'ont jamais eu de Watson pour prononcer leur nom. » J'ai dégluti. « Bien sûr. » Il esquissa un léger sourire. « Alors je reposerai en paix. » Quelques heures plus tard, nous foulions à nouveau le sol anglais. Londres était grise comme toujours, mais les lampadaires brillaient chaleureusement et l'air était imprégné d'une fraîcheur qui semblait, d'une certaine manière, sincère. Poirot insista pour que nous quittions la gare à pied plutôt que de prendre un taxi. « Pour tâter le terrain à nouveau, » dit-il. Nous sommes passés devant un fleuriste. Poirot s'est arrêté, puis est entré et est ressorti avec une jacinthe blanche. Il me l'a donnée. « Pour ta cheminée, » dit-il, en sa mémoire. Je l'ai pris, et il ne dit rien de plus. Nous avons continué à marcher, ni comme détective, ni comme assistant, ni même comme ami, mais en tant que témoin, à une vérité enfin dite, à une femme enfin rappelée à l'ordre, à une flamme autrefois cachée sous du velours, qui ne s'éteindrait plus jamais. La fin.